Acteurs généreux de la vie est une rubrique qui nous permet d'exhumer au besoin, de faire connaître et de célébrer les savants et héros africains vivant à un niveau de l'espace cosmique, les célébrer pour leurs œuvres et leur combat pour une vie heureuse sur la terre. Ce sera notre manière de leur rendre hommage pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis, les sacrifices qui s'inscrivent en lettres d'or dans l'annale de la restauration des valeurs humaines sur la terre, devant la mémoire de chacun. Je parle de ces acteurs généreux de la vie. Nous nous inclinons sagement. Nous nous inclinons sagement. Acteur généreux de la vie reçoit encore pour vous ce jour Kwame Nkrumah, dont l'appel à l'unité africaine résonne encore de nos jours comme la seule voie de développement de l'Afrique dans l'intérêt de tous, l'intérêt de tous les peuples qui composent donc cette Afrique. Je voudrais vous inviter à suivre cette courte vidéo. Quelques minutes, quelques extraits, et nous reviendrons ici pour les commentaires. Africa means freedom. Africa must be free. Oracles indicated. Des faits indiquent que Kwame Nkrumah était malfaisant. Monsieur le Président, il y a un coup d'État. Je n'avais jamais vu une telle explosion de joie. Accra, capitale du Ghana et plus grande ville du pays. Son nom serait dérivé de Nkran, un mot de la langue akane signifiant fourmi. Pas étonnant d'y voir des hommes et des femmes se bousculer et s'affairer sous le soleil brûlant pour gagner quelques sous. C'est dans ces mêmes rues que marchait un grand homme. Un homme qui a mené la lutte pour la libération du Ghana. Son nom, Kwame Nkrumah. C'est sous sa direction que le Ghana a fait de grands progrès en termes de développement, comme la construction de la ville de Tema, de l'autoroute Accra-Tema, de l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah et du grand barrage d'Akosombo. Bien sûr, il a également joué un rôle clé dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Kwame Nkrumah est salué pour ses réalisations au-delà des frontières du Ghana. Cette décennie est la décennie de l'indépendance africaine. En avant, vers l'indépendance. L'indépendance maintenant. Demain, les États-Unis d'Afrique. Pour lui, l'Union africaine est une passion et je pense qu'il avait raison. Regardez ce qui se passe en Afrique maintenant, regardez ce qui se passe au Congo. C'est l'un des pays les plus riches, mais où en est-il maintenant? Il y a des chefs de guerre partout avec des entreprises privées de l'extérieur et ils font ce qu'ils veulent. Regardez ce qui se passe dans toute l'Afrique. Il avait prédit que si on ne s'unissait pas, on en serait là où nous en sommes maintenant. Le docteur Kebi Asante était secrétaire d'État sous la direction de Kwame Nkrumah. Il raconte quelle personnalité avait Nkrumah. Il pouvait être charmant quand il le voulait, mais généralement, avec ceux qui travaillaient avec lui, il était ce que j'appellerais un contremaître dur et charmant. C'était un bon danseur et il aimait la musique. On entendait de la musique, je me souviens qu'on entendait souvent du high life, de la musique traditionnelle. Son sourire était contagieux. C'était le charme de Nkrumah, un homme qui était très engagé pour l'Afrique. Nkrumah a vécu et est mort en africain.
Il naît en septembre 1909 dans un village de la Côte de l'Or, nom du Ghana avant son indépendance. On le prénomme Francis Nya Kofi Ngioma. Son père est orfèvre et sa mère fait du commerce de détail. Plus tard, son nom change pour devenir Kwame Nkrumah. Nkrumah fait ses études à l'école d'Achimota en 1930, puis devient enseignant. Nkrumah était un être humain très ordinaire. Il était humain comme nous tous. Il est né dans un petit village, un village minuscule dans l'ouest du Ghana. Il a reçu un enseignement catholique. Il est allé à l'école d'Achimota. Au début, il voulait devenir prêtre catholique, mais il a finalement enseigné au lycée d'Achimota, qui était un lycée très prestigieux pendant l'époque coloniale. À 26 ans, Nkrumah quitte la Côte de l'Or pour étudier à l'université Lincoln aux États-Unis. Il lit beaucoup les écrits de Karl Marx et de Marcus Garvey, ce qui fait naître en lui un intérêt pour les idées socialistes. Nkrumah s'est beaucoup inspiré de l'œuvre de Marcus Garvey et les idées de retour en Afrique et de liberté pour les Noirs l'ont beaucoup inspiré également. Il en savait beaucoup sur toutes ces choses. Cela a alimenté ses idées sur la conscience panafricaine et un besoin de rallier un large éventail de personnes à ce qu'il voulait faire. Aux États-Unis d'Amérique, il est tombé sur les écrits de George Padmore et d'autres qui étaient dans le mouvement panafricain. Finalement, en 1945, il est allé à Manchester, au Royaume-Uni, où ils ont organisé le 5e congrès panafricain et ils ont décidé d'accélérer la lutte pour la libération de l'Afrique. Ces hommes d'action et de réflexion ont exercé une grande influence sur le jeune Nkrumah. Ces idées en faveur de l'unité de tous les Africains seront plus tard connues sous le terme de panafricanisme. Dans son livre I Speak of Freedom, Nkrumah écrit « Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces pour le bien dans le monde. » Après 12 ans loin de sa terre natale, Nkrumah est invité à devenir secrétaire général du tout premier parti politique de la Côte de l'Or, l'UGCC, à savoir United Gold Coast Convention. Nkrumah et les membres fondateurs du parti seront plus tard surnommés les Grands Six. 1948 est une année durant laquelle la Côte de l'Or connaît une agitation durable qui donne lieu à des boycotts et des actions de masse. Les marchandises importées par les commerçants asiatiques, libanais et européens sont trop chères pour les locaux. Il y avait un boycott des marchandises britanniques parce que les gens estimaient que l'Association des marchands de l'Afrique de l'Ouest, qui comprenait toutes les entreprises d'expatriés britanniques, avait augmenté les prix bien au-delà de la capacité des Ghanéens. Le gouvernement colonial accuse les dirigeants de l'UGCC de provoquer l'agitation. Par conséquent, Nkrumah et tous les membres de l'UGCC sont arrêtés et emprisonnés à James Fort. Ils sont tenus responsables des pillages et des émeutes. Cette incarcération n'empêche pas Nkrumah de continuer à s'opposer au pouvoir britannique. Son arrestation n'a en aucune manière atténué l'enthousiasme au sein du parti qu'il avait fondé, en grande partie parce que certains des militants sont restés en dehors des murs de la prison. En 1951, la population de la Côte de l'Or vote pour l'autodétermination. Kwame Nkrumah a déjà quitté l'UGCC pour former un autre parti, le CPP. En 1951, le parti qu'il a formé en dehors de l'UGCC, à savoir le Convention People's Party, a remporté une victoire écrasante aux élections générales et il est devenu celui qui dirigeait les affaires gouvernementales, un peu comme le Premier ministre de la Côte de l'Or à cette époque.
Le CPP est très suivi. La jeunesse en particulier croit en Kwame Nkrumah et ses idées. Elle s'implique activement dans une campagne en faveur de sa libération. Après la victoire écrasante du CPP, la pression sur le gouvernement colonial pour libérer Nkrumah augmente. At Accra, a huge crowd cheers as Kwame Nkrumah leaves James Fort Prison freed by the governor as an act of grace on the eve of the inauguration of the new constitution. Le gouverneur britannique, Charles Arden Clark, le reconnaît finalement comme Premier ministre. Entre 1945 et 1965, un nombre important de pays africains obtiennent leur indépendance des puissances coloniales européennes. Le 6 mars 1957, le Ghana devient le premier pays subsaharien à accéder à l'indépendance. When the Gold Coast successfully get their independence officially, Ghana is the name. We wish to proclaim. Nous nous verrons créer notre propre personnalité et identité africaine. Nous nous engageons de nouveau dans la lutte pour émanciper les autres pays d'Afrique. Notre indépendance n'aura de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Jerry Rawlings, ancien chef de l'État, se souvient de l'atmosphère qui régnait à l'époque. On jouait au football et on a entendu la sirène. Tous les gens, où qu'ils étaient, se sont arrêtés en entendant la sirène. Mais pas moi, bien sûr. Je courais après le ballon. Et j'ai compris que j'étais le seul à courir après le ballon, alors que tout le monde écoutait la sirène quand je suis tombé sur un fil de fer barbelé. Et c'est la cicatrice que j'ai ici. C'était ce jour-là. Que ceux qui portent un chapeau l'enlèvent. Écoutons l'orchestre jouer notre hymne national. Et à partir de maintenant, cet hymne national est l'hymne national de la Côte de l'Or qui sera joué à toutes les occasions. L'ambiance était électrique. Tout le monde voyait l'aube d'un nouveau jour. C'est le jour où il a dit que l'Afrique était capable de se gouverner elle-même et que nous, les Africains, devraient être autorisés à faire nos propres erreurs. Ce fut une journée incroyable. Cette liberté est une source d'inspiration pour d'autres pays africains qui veulent s'émanciper du joug colonial. Voilà, vous avez certainement compris en quoi Kwame Nkrumah était un visionnaire. Je retiens pour vous une suite de déclarations fortes, déclarations émanant de Kwame Nkrumah avant l'indépendance de son pays. Alors je vais les citer. L'Afrique veut sa liberté. L'Afrique doit être libre. Cette décennie est la décennie de l'indépendance africaine. En avant vers l'indépendance. L'indépendance maintenant. Demain, les États-Unis d'Afrique. Tout ça avant l'indépendance. Et puis, dans son livre, I Speak of Freedom, qui signifie littéralement en français, je parle de liberté, il écrit, et là je vais le citer de mémoire, divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces pour le bien du monde. Il n'a pas dit le bien de l'Afrique, pour le bien du monde. Et le 6 mars 1957, son pays accède à l'indépendance. Et dans son discours prononcé dans une ambiance électrique, vous l'avez suivi, il déclarait ce jour-là, je vais le citer encore à nouveau, nous devons créer notre propre personnalité et identité africaine. Nous nous engageons de nouveau dans la lutte pour émanciper les autres pays d'Afrique.
Notre indépendance n'aura de sens que si elle est liée à la liberté totale du continent africain. Fin de citation. Ses proches parlent de lui en des termes très élogieux. Il était un homme très engagé pour l'Afrique, un homme de sourire contagieux. Il a vécu et il est mort en africain. Il a joué un rôle clé dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Ses idées en faveur de l'unité de tous les Africains seront plus tard connues sous le terme de panafricanisme. Je vais juste épiloguer un peu sur le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un mouvement d'émancipation, un mouvement d'affirmation et de réappropriation politique et culturelle de l'identité des sociétés africaines contre les discours colonisateurs des Européens qui avaient réduit l'image du continent à une série de lieux communs contenu dans ce que le philosophe congolais Valentin Yves Mudembe avait proposé d'appeler la bibliothèque coloniale. Au cours du XXe siècle, le panafricanisme s'est structuré autour de grandes personnalités politiques et autour de grandes personnalités intellectuelles. Le panafricanisme s'est structuré autour des Africains américains comme Blyden et Dubois. Il s'est structuré autour des militants d'origine caribéenne, Georges Padmore et Marcus Garvey, ou encore des figures francophones comme l'homme politique et intellectuel haïtien Anténor Firmin et le militant sénégalais Lamine Senghor. À travers des publications et des réunions internationales, de la conférence panafricaine de Londres en 1900 au congrès de Manchester en 1945, en passant par le premier congrès panafricain de Paris en 1919, les militants et intellectuels panafricains débattent de l'émigration sous forme de retour symbolique vers l'Afrique ou de l'intégration à la société américaine pour les Africains américains. Et ils ont discuté des stratégies d'émancipation face à la domination coloniale et des récits identitaires diasporiques qui placent le continent africain au centre des imaginaires. Ainsi, le concept de négritude proposé par Aimé Césaire dans l'entre-deux-guerres apparaît-il comme la revendication d'une identité noire contre l'oppression coloniale européenne. Entre les années 1940 et les années 1960, les discours d'émancipation panafricanistes rejoignent la lutte pour la décolonisation. C'est le cas, par exemple, du leader ghanéen qui ne se présente plus, Kwame Nkrumah, dont le panafricanisme socialiste s'accompagne d'une lutte pour l'unité du continent africain. Auteur de Africa Must Unity, publié en 1963, Kwame Nkrumah devient le premier président du Ghana indépendant et milite pour la constitution des États-Unis d'Afrique, une union politique qu'il juge indispensable pour résister à l'emprise des grandes puissances durant la guerre froide. De la même manière, le psychiatre martiniquais
et l'Algérien et Algérien d'adoption, Frantz Fanon, puis le dirigeant congolais Patrice Lumumba plaide pour l'unité continentale. Donc je parle ici de l'Afrique. L'unité continentale contre le risque de balkanisation et le spectre du néocolonialisme des anciennes puissances européennes après les indépendances. Le panafricanisme révolutionnaire fait émerger ces grandes figures, mais ne trouve aucun réel débouché politique en Afrique, car il ne peut résister aux luttes internes et à l'ingérence des anciennes puissances coloniales dans le cadre de la guerre froide. La dernière partie de l'ouvrage de Kwame Nkrumah analyse les luttes panafricaines de fond en comble sur différents continents depuis les années 1960. Aux États-Unis d'abord, avec le mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King qui soutient activement l'indépendance du Ghana en 1957, ou encore le Black Power qui s'installe en Guinée. Guinée-Conakry de Sékou Touré, cela s'entend à la fin des années 1960. Dans les Caraïbes et en Amérique du Sud ensuite, avec l'entremise de Fidel Castro ou encore l'activisme de l'historien guyanien Walter Rodney. En Afrique, enfin, par l'action de grandes figures panafricaines comme le président burkinabé Thomas Sankara ou les militants anti-apartheid en Afrique du Sud comme Steve Biko et Nelson Mandela. L'auteur, je parle donc de Kwame Nkrumah, revient sur l'importante dimension culturelle des combats panafricains grâce à de grandes manifestations artistiques. Les sensibilités panafricaines, dans leur dimension anticoloniale, s'expriment ainsi davantage au Festival panafricain d'Alger en 1969 et ça s'est exprimé encore au premier Festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966. Et tout cela marqué par l'influence du président sénégalais de l'époque, Léopold Sédar Senghor, qui lui est resté le défenseur de la négritude, mais également de la coopération politique et économique avec la France. La musique engagée de Bob Marley et de Fela Kuti au Nigeria, en passant par Mariam Makeba, occupe également une place importante dans cette partie. Kuti et Makeba, militants et opposants au régime en place dans leurs pays respectifs, je rappelle, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, ces deux grandes figures mettent, par exemple, leur concert au service de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'ouvrage de Kwame Nkrumah permet de montrer que les sociétés africaines et afro-descendantes d'Amérique et des Caraïbes n'ont pas attendu les décolonisations pour s'affirmer. C'est ce que montre l'exemple du premier congrès panafricain qui s'est tenu à Paris les 12 et 13 février 1919. Je dis bien 12 et 13 février 1919, en marge de la conférence de la paix. Ce premier congrès panafricain est organisé par le sociologue africain-américain Dubois et le député Blaise Diagne, qui ont choisi Paris afin d'être entendus, pensait-il,
afin d'être entendus des dirigeants qui s'étaient réunis en ce moment pour signer les traités d'après-guerre. Le premier est un intellectuel engagé, auteur des âmes du peuple noir, publié en 1903. Il acquiert une véritable centralité dans la lutte pour les droits civiques et la mouvance panafricaine au début du XXe siècle. Le second, élu en 1914 sous la bannière du Parti républicain socialiste, est le premier député originaire du continent africain assiégé à la Chambre des députés. Tous deux avaient fait le pari que l'engagement armé des troupes africaines américaines pour les États-Unis ou d'Afrique subsaharienne pour la France se solderait par une amélioration des conditions de ces populations après la guerre. Si le Congrès est autorisé, je parle du Congrès de Paris, est autorisé par les autorités françaises, en revanche, il ne bénéficie pas d'une reconnaissance officielle auprès des grandes puissances réunies à Paris en 1919. Les 57 députés, les 57 délégués issus d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique du Nord se rassemblent pour discuter des revendications apportées auprès des puissances coloniales victorieuses. Leurs discussions aboutissent à la rédaction. Je dis bien ça, leurs discussions ont abouti à la rédaction de courtes résolutions qui peuvent faire l'objet d'une étude de documents en classe. Je voudrais revenir ici sur quelques extraits des résolutions de ce premier congrès panafricain qui a eu lieu à Paris en février 1919. La première résolution: que les puissances alliées et associées établissent un code législatif international pour la protection des indigènes d'Afrique, semblable au projet de code international du travail. Deuxième résolution: que la Ligue des Nations établisse un bureau permanent spécifiquement chargé de surveiller l'application de ces lois. Troisième résolution: les Noirs du monde entier demandent à ce que, dorénavant, les indigènes d'Afrique et les peuples de descendance africaine soient gouvernés selon les principes suivants. Premier principe: la terre et ses ressources naturelles seront à la disposition des indigènes. L'esclavage et les châtiments corporels seront abolis ainsi que le travail forcé, sauf en cas de condamnation pour crime. C'était le deuxième principe. Chaque enfant indigène doit avoir le droit d'apprendre à lire et à écrire dans sa propre langue et dans la langue de la nation mandataire aux frais de l'État, ainsi que d'être instruit dans l'une des branches de l'industrie. C'était le troisième principe. Les indigènes d'Afrique doivent avoir le droit de participer au gouvernement aussi vite que leur formation le leur permet. Un autre principe. Ils devront immédiatement être autorisés à participer au gouvernement local et tribal, selon l'ancien usage. Et cette participation devra graduellement s'étendre de façon à ce que l'Afrique finisse par être gouvernée par le consentement des Africains. Ces résolutions s'affirment comme réformistes.
elles ne remettent pas en cause le fondement de la domination coloniale. Rappelez-vous que nous étions en 1919. Donc la mise en cause de la domination coloniale européenne, mais ces résolutions plaident pour une amélioration des conditions de vie des indigènes. L'usage du terme indigène indique d'ailleurs que la hiérarchie entre colonisateurs et colonisés n'est pas questionnée par les organisateurs de ce premier congrès panafricain. Les délégués du congrès souhaitent voir appliquer par la Société des Nations des mesures réformatrices qui ne remettent pas du tout en cause la domination coloniale européenne. C'était la limite de leurs travaux de l'époque, mais il faut tenir compte du contexte. Mais ces résolutions devraient pouvoir permettre une amélioration des conditions de vie des populations africaines, telles que abolition du travail forcé et des châtiments corporels, répartition plus juste du capital et des terres, reconnaissance des droits politiques, etc., etc. Dans l'ensemble, les dirigeants réunis à Paris resteront sourds à ces appels. Cela a laissé un arrière-goût amer à ces nombreux délégués qui ont été traités par les puissances coloniales réunies à Paris cette année-là, 1919, comme de vulgaires touristes. 1919-2024, ça fait 105 ans après la tenue de ce premier congrès panafricain de Paris. Les Noirs d'Afrique et de la diaspora bénéficient-ils aujourd'hui d'une attention de la part des ex-dirigeants coloniaux? Est-ce que nous bénéficions aujourd'hui de leur attention? Pourquoi les pays africains traînent-ils le pas? Dans la constitution d'un État fédéral, ce que Kwame Nkrumah avait appelé les États-Unis d'Afrique, en réponse à son appel, lorsqu'il disait, déjà, et je le cite, « Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces pour le bien du monde. » Nous devons créer, et c'est Kwame Nkrumah qui le disait déjà, nous devons créer notre propre personnalité et identité africaine. Voilà ce qu'il disait.